Merci beaucoup Delphine et donc bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de me retrouver à Paris même s'il fait, il fait un peu chaud, mais ça va. Je vais commencer avec une petite réflexion un peu d'ordre personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui sont aussi relativement jeunes dans cette salle. Je vais revenir à un moment qui m'a beaucoup marqué dans ma propre vie. Et c'est ce moment-là, c'est la chute du mur de Berlin. Et comme il s'avère, j'étais en Allemagne, pas exactement à ce moment, mais un mois après. Et on avait beaucoup discuté avec les collègues et les amis allemands à l'époque. C'était un moment, moi je dirais, vraiment vertigineux, mais aussi, et ça fait drôle de penser à ça aujourd'hui, très optimiste. Parce qu'à ce moment-là, on se demandait quel avenir, et les gens, et je dirais nos collègues allemands surtout, mais plus généralement, étaient très optimistes par rapport à l'avenir du monde, qu'on voyait comme un avenir très différent par rapport au passé immédiat, qui était donc le monde de la guerre froide, qu'on a vécu différemment dans différentes parties du monde. Moi, comme j'ai grandi en Inde, la guerre froide était très importante pour nous, mais peut-être d'une façon assez différente par rapport à l'expérience française, parce que nous, on était un peu partagés, parce que culturellement, l'influence américaine pesait, mais de l'autre côté, on était aussi pro-soviétique. Donc, vous voyez qu'on était un peu des deux côtés de la guerre froide au même temps. Et comme il s'avère, c'était ce moment qui a aussi été le moment de la production très importante de toute une série de réflexions sur les nations et le nationalisme. Je ne peux pas énumérer tous les ouvrages importants qui ont été publiés, mais juste mentionner par exemple ce livre-là, qui est publié plus ou moins exactement au moment de la chute du mur de Berlin. Je pense qu'Eric Hobsbawm a dû commencer à réfléchir sur le sujet un peu avant. Et donc, dans ce texte, il nous dit qu'effectivement, c'est la fin des nations. On est arrivé à la fin du cycle national. Tout le monde n'était pas forcément convaincu par son raisonnement. Dans le revue d'histoire moderne et contemporaine, voici un extrait du compte-rendu qui a été publié peu après la publication de la version française, dans lequel Serge Bernstein nous dit que, né de la nécessité de constituer des unités économiques suffisamment vastes pour être viables, à l'époque du développement de l'économie libérale, la nation, selon Hobsbawm, mourra de la nécessité, en cette fin du XXe siècle, de dépasser les cadres étatiques pour s'adapter aux règles d'une vie économique désormais étendue à l'échelle de la planète. Donc là, on parle bien sûr de ce mot clé, ce mot qu'on a utilisé ad nauseam à la fin du XXe siècle, qui était la mondialisation ou la globalisation. Et donc là, avec cette idée que ça, c'était le moment quand on arrivera à la fin des nations pour être dans un monde post-messianique, dans le vocabulaire de Francis Fukuyama, une espèce de terre sans mal, une espèce de monde parfait, dominé par le marché, le libre-échange et ainsi de suite. C'est curieux parce qu'en fait, Hobsbawm était tout sauf un fan du néolibéralisme, mais néanmoins, il voyait ça comme une espèce d'inévitabilité, la fin de l'État-nation. On peut se tromper même avec Hobsbawm. Un autre livre très important, qui précédait de quelques années le livre de Hobsbawm, c'était le livre du grand spécialiste de l'Indonésie, qui était Benedict Anderson, qui était lui aussi quelqu'un qui avait une perspective un peu spéciale par rapport aux nations et au nationalisme. Parfois, on a tendance d'oublier que Anderson a gardé jusqu'à la fin de sa vie, et je le sais parce que je l'ai invité en Inde, il a gardé son passeport irlandais. Il a vécu très longtemps aux États-Unis, mais il n'a jamais voulu avoir un passeport américain. Il a donc gardé cette espèce d'attachement à son pays d'origine, c'est-à-dire
l'Irlande, et d'ailleurs, il est resté à la tête du clan des O'Gorman. En fait, c'était un de ses noms, c'est Benedict Richard O'Gorman Anderson. Et donc, dans ce livre, Imagine Communities, ici c'est une mauvaise traduction du titre, mais je pense qu'il en a plusieurs traductions en français. Alors, donc, Imagine Communities, dans ce livre, Anderson, lui, pose la question, tout d'abord, pourquoi les marxistes n'ont jamais pris le nationalisme au sérieux? Et puis, il revient à la question de comment le nationalisme est devenu aussi important entre la fin du XVIIIe et la fin du XXe siècle. Et les exemples qu'il a choisis sont des exemples assez excentriques, parce que comme spécialiste de l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup sur l'Asie du Sud-Est dans ce livre. Mais en fait, il commence avec un moment que pour lui reste un moment clé, et c'est la fin de l'Empire espagnol. Donc, la fin de l'Empire espagnol, à l'époque des guerres napoléoniennes, et l'émergence des pays de ce qui devient l'Amérique latine, cette espèce de fragmentation de l'Amérique espagnole, des colonies espagnoles des rois Bourbons, pour devenir donc toute une série de nations, parfois en collaboration, mais aussi avec parfois des nationalismes qui se mettent les uns contre les autres aussi. Si vous avez envie de comprendre ça un peu mieux, il suffit de lire le roman très riche et très amusant de Mario Vargas Llosa sur la tante Julia, où il y a cette espèce de concurrence assez curieuse entre les Péruviens et les Argentins. Alors donc, pour Anderson, l'émergence de ce qu'elle appelle le nationalisme créole en Amérique latine, ça a à voir avec plusieurs idées, mais aussi plusieurs technologies. Il insiste beaucoup, comme on le sait, sur la question de l'imprimerie. Mais il a aussi, bien sûr, une réflexion sur comment on peut mettre ça en rapport, par exemple, avec les idées de Renan sur comment la nation est constituée comme une entité presque émotionnelle. Mais on sait que, rétrospectivement, qu'Anderson s'est trompé légèrement. C'est-à-dire, lui, il voyait le processus comme relativement simple, c'est-à-dire l'empire devient une chose du passé, la nation devient la chose de l'actualité et de l'avenir. Et donc, bien sûr, il a pris ce moment, le moment bolivarien, comme exemplaire pour cela. Mais aujourd'hui, on sait, 30 ans ou 40 ans après Anderson, mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. La réalité, c'est qu'une grande partie des intellectuels de la région, à l'époque, c'est-à-dire en gros entre les années 1830 et les années 1840, en fait, gardaient un attachement à l'idée de l'empire. En fait, ils ne voulaient pas passer outre les empires, ils voulaient que les empires restent là, mais qu'ils soient des empires différents. Et l'exemple très connu de ça, c'est précisément le fait que Bolivar, en fait, n'a pas voulu les États tels qu'on les a aujourd'hui en Amérique latine. En fait, par exemple, un de ses projets, c'était son projet de ce qu'il appelait la Grande Colombie, c'est-à-dire une espèce de terrain assez vaste qui comprendrait donc partie de l'Équateur, de Colombie et ainsi de suite. Et donc, il n'a jamais, jusqu'à la fin de sa vie, abandonné l'idée d'une espèce de terroir énorme qui serait le successeur de l'Empire espagnol, c'est-à-dire on allait se débarrasser des Espagnols de l'Espagne, mais pas abandonner pour autant nécessairement la forme impériale. Donc ça, c'est en fait un peu assez important de souligner. Donc, un des problèmes justement de sa conception dans le livre d'Anderson, c'est-à-dire il a une espèce de vision un peu trop téléologique des choses, comme si tout mène vers les Nations Unies, comme si tout mène vers un monde qui serait constitué nécessairement par des nations, 130, 140, on peut
choisir les chiffres qu'on préfère. Et on sait d'ailleurs, y compris par les travaux plus récents de Frederick Cooper, que même, par exemple, à la fin de l'Empire français, au milieu du XXe siècle, la question de la formation des États-nations tels qu'on les a, ce n'était pas du tout un donné. On aurait pu avoir d'autres solutions. On aurait pu avoir des confédérations beaucoup plus larges et ainsi de suite. Et voilà donc mon point de départ. Les trois concepts que j'ai annoncés dans les titres, c'est donc empire, nation, réseau. Je vais me consacrer beaucoup plus à empire et nation et je vais dire quelque chose sur le problème de réseau. Et donc, je pense que là, on peut utiliser ces deux concepts pour revenir à la question qui est au cœur du projet qu'on a lancé aujourd'hui, c'est-à-dire cette question de comment on construit les récits civilisationnels. On est d'accord pour dire qu'ils sont donc construits socialement et idéologiquement, ils sont des discours. Donc là, j'insiste sur un premier point, c'est-à-dire il faut distinguer entre empire et nation d'un côté et civilisation de l'autre. Les empires et les nations sont des réalités juridiques. On peut avoir un passeport qui vient d'une nation et naguère, on pouvait l'avoir, par exemple, on pouvait avoir un passeport de l'Empire britannique. On ne peut pas avoir un passeport d'une civilisation. Et les civilisations ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour avoir un vrai dispositif institutionnel et une réalité sur le terrain. Ils sont donc quelque part présents dans l'imaginaire, mais pas tellement présents dans la réalité, tandis que les nations et les empires sont à la fois des réalités et des objets imaginés. Donc il y a une différence entre ces deux d'un côté et les civilisations de l'autre. Alors donc, je vais commencer à parler un peu plus des empires. Voici le monde en 1700. Si vous regardez ce monde-là, il y a beaucoup d'espaces blancs aussi, là où il n'y a pas des États très bien définis ou formés. Par exemple, vous voyez, l'intérieur du Brésil n'est pas encore conquis par les Blancs. Et donc, du coup, on le laisse comme ça dans un blanc. Même chose pour la Patagonie, même chose pour une grande partie du Canada et des États-Unis. Mais là, en gros, si vous regardez, on a quoi? On a l'Empire espagnol, qui compte pour un certain terrain important. Il y a l'Empire brésilien, présent surtout en 1700 au Brésil, parce que les Portugais ont déjà perdu une grande partie de leur empire asiatique. Et puis, il y a les autres empires maritimes, britanniques, pas encore grand-chose, mais présents sur la côte est de l'Amérique. Il y a l'Empire français, il y a l'Empire néerlandais, et puis il y a aussi ces 3 ou 4 empires plutôt terrestres, comme par exemple l'Empire de Qing en Chine, l'Empire russe qui va, pendant le XVIIe siècle, traverser la Sibérie. Et puis, il y a aussi en rouge l'Empire ottoman qui reste en 1700 toujours un joueur très important dans cette espèce de schéma interimpérial qu'on a. Au XVIIIe siècle, on a commencé à détester les empires. Tandis que si on regarde les discours politiques du XVe ou XVIe siècle, tout le monde trouve que les empires sont des entités normales. En fait, c'est plutôt une question de se poser la question, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas un empire? Donc c'était la question qui est posée successivement par les Français au XVIe siècle, par les Britanniques et les Néerlandais dans le siècle suivant. On a donc ce qu'on peut appeler Empire Envy. Ça c'est le point de vue jusque-là. Mais au XVIIIe siècle, on commence à produire un discours critique envers les empires. Et c'est là où, un peu avant le nationalisme créole décrit par Anderson, on a déjà des réflexions portant sur cette question. Bon, je vous cite le penseur le plus connu autour de cette question qui est contre les empires, qui est Herder. Et qui, donc, dans son livre sur les idées sur la philosophie de l'histoire, il dit qu'un empire ou son nation et autant de provinces vont se perdre dans une union forcée
et moins encore politique qu'un monstre. Et donc, vous voyez, c'est aussi une référence un peu technique à la tératologie, c'est-à-dire comment est-ce que les monstres sont nés? Les monstres sont nés à cause des unions forcées entre deux entités qui n'appartiennent pas aux mêmes espèces. Donc, par exemple, si un homme va avoir une relation sexuelle avec un chimpanzé, le résultat, c'est un monstre. Et donc, c'est un peu le type de raisonnement que Herder a ici, c'est-à-dire que les empires, en fait, sont pas naturels, tandis que ce qui est naturel, c'est la nation. Donc, on est en train d'opposer la forme naturelle aux formes artificielles, la forme, donc, monstrueuse. En fait, quel était l'exemple qu'il avait essentiellement en tête, Herder? C'était, bien sûr, l'empire Habsbourg de l'Europe centrale. Parce qu'en fait, la Prussie, à son époque, n'était pas encore considérée vraiment comme un empire. Donc, c'est cette combinaison de ces territoires, Autriche, Hongrie, Bosnie et les autres provinces balkaniques, etc. Donc, mettre tout cela ensemble pour créer ce que le romancier Robert Musil a très aptement décrit comme Cacania. C'était le nom qu'il donnait à ce territoire, Cacanie. Et donc, c'était censé être une espèce de création monstrueuse, artificielle, qui devrait donner lieu finalement à ce qui était naturel, c'est-à-dire les nations qui constituaient donc cet empire. Plus récemment, bien sûr, on a beaucoup de travaux portant sur le Saint-Empire et puis aussi sur les Habsbourg qui nous donnent une autre vision des choses, qui nous démontre que au XVIIIe siècle, ce modèle politique, en fait, était toujours assez flexible, assez adapté à beaucoup de besoins, et en fait, qu'il voulait même en fait, ils avaient même des ambitions d'essayer d'exporter ça comme modèle ailleurs dans le monde, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, on peut bien sûr considérer ce monde des empires au XVIIIe siècle, débattu, critiqué, etc., comme quelque chose qui est déjà un monde de protonation, mais à mon avis, ça serait artificiel. À mon avis, l'idée d'empire, même si ça a été critiqué, même si ça a été en partie remplacé au XIXe siècle, l'idée d'empire et le monde des empires est beaucoup plus résistant qu'on en croit. Bien sûr, les empires du XIXe siècle sont différents dans leur caractère par rapport aux empires de l'époque moderne. Donc, par exemple, on pense à quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. C'est un délit de Philippe II d'Espagne à la fin du XVIe siècle où il dit « non sufficit orbis ». Le monde ne me suffit pas. Et donc, pour lui, il était censé être l'empereur du monde entier. Et on sait qu'il n'était pas le seul, parce qu'il y avait toute cette discussion au XVIe siècle, une discussion dans laquelle beaucoup de grands intellectuels de l'époque ont participé, pour savoir comment on faisait quand il y avait deux empereurs dans le monde à l'époque, au XVIe siècle, que tous les deux disaient qu'ils étaient l'empereur du monde entier, l'empereur universel. Donc il y avait donc Philippe II et avant lui Charles Quint. Et de l'autre côté, on avait les Ottomans, qu'eux aussi, ils disaient la même chose. Et il y a une célèbre lettre d'Erasme qu'il écrit à ses amis en Pologne, dans laquelle il dit « On ne peut pas avoir deux soleils dans le ciel. » Et donc, c'est soit les Ottomans, soit les Habsbourg qui vont gagner, et celui qui va gagner va établir une espèce de règne universel, et peut-être, on ne le sait pas, peut-être même une paix universelle, sous le contrôle d'un seul empereur. Et donc, c'était justement l'idée qui était très puissante au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, et plus tard, quand on arrive à la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, on laisse tomber cette idée de prétention totalisante et universelle de la part des empires, et on retombe sur
une autre idée, c'est-à-dire un monde des empires au pluriel, c'est-à-dire où il n'y a aucun empire qui a l'ambition ni la possibilité de créer une espèce de territoire totalisant, mais plutôt une espèce d'équilibre entre les empires. Alors, donc, cela pose le problème de base, et c'est le problème de savoir, c'est quoi, enfin, un empire? Est-ce qu'on peut arriver à une définition, plus ou moins, de ce qu'est un empire? C'est une question qui a été débattue par plusieurs personnes. Ici, je cite deux livres. Un livre qui est un ouvrage collectif dirigé par Maurice Duverger, et l'autre, c'est écrit par mon collègue à UCLA, Anthony Pagden, historien britannique des empires, notamment de l'Empire espagnol. Et donc, je vais rapidement revenir sur leurs idées portant sur les empires. Donc, dans le livre de Duverger, c'est curieux qu'il parle de concept d'empire, mais finalement, il refuse à proposer une définition. Donc, ce qu'on sait, c'est, bon, une chose, les empires sont des entités relativement grandes. Mais grandes combien? On ne sait pas. Et ils sont relativement complexes. Complexes combien? On ne sait pas. Donc, vous voyez que c'est une question, comme on disait, il y a une plaisanterie en anglais, je ne peux pas le définir, mais je le reconnais quand je le vois. Et donc, c'est un peu l'idée d'empire qui est présent ici. Alors, Pagden, pour sa part, a essayé d'aller vers une définition. Il dit qu'on a un problème aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin du XXe, début du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on utilise souvent le mot empire dans un sens péjoratif. Mais il y a aussi des gens qui l'utilisent avec un sentiment de nostalgie. Donc, deux problèmes de présentisme opposés. Puis, il dit que, en général, si on revient même vers Tacite et ainsi de suite, être un empire a quelque chose à voir avec la taille et la souveraineté. Et en fait, il dit que les empires donc, ils vont forcément inclure des populations qui sont détentrices d'une grande variété de coutumes et de croyances différentes, parlant souvent un nombre tout aussi important de langues distinctes. Donc là, vous voyez qu'on est en train de venir sur une idée d'empire qui est la contrepartie de la définition problématique de Herder, c'est-à-dire là, c'est l'empire comme garant en quelque sorte d'un type de cosmopolitisme. Et donc, ça, c'est un autre aspect. Et bien sûr, pour les gens comme Pagden, formés dans notre tradition occidentale, l'empire par excellence, c'est l'empire romain, qui a donc inclus des parties, pas seulement de l'Europe, mais de l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Levant, et ainsi de suite. Donc, là, c'est censé être l'exemple même d'un empire. Et donc, voici, je reviens à Pagden, que les empires, donc, en raison de leur taille, de leur immense diversité, deviennent avec le temps des sociétés cosmopolites, des structures politiques au sein desquelles les souverains tolèrent généralement la diversité, mais qui transforment aussi nécessairement les populations qu'elles rassemblent. Donc, on a quoi? Pour un empire, il faut avoir un grand État souverain en constante expansion, avec une grande variété de croyances, de coutumes et de populations parlant toute une gamme de langues différentes, et la société impériale tend au cosmopolitisme. Et le système politique tolère la diversité. Donc ça, c'est important, parce que surtout avec cette espèce de mauvaise presse qui ont les empires, il faut aussi retenir un peu ces éléments des empires. Et bien sûr, c'est aussi vrai, comme il dit, qu'il y a quelques empires qui restreignent aussi sévèrement les libertés de certaines populations. Je vais revenir à ça. Donc, si on commence avec ça, on peut énumérer rapidement quelques grandes traditions impériales qu'on a eues dans l'histoire du monde. Il y a donc l'Empire romain, qui finalement s'est partagé en deux. On a donc la tradition orientale, qui est devenue donc Byzance,
et ses successeurs. On a la tradition occidentale qui a été réinventée. Et puis, on a en deuxième la tradition chinoise, je vais en revenir. Il y a plusieurs traditions impériales de l'Inde ancienne, les Mauryas qui peut-être ont été influencés par les Grecs jusqu'à un certain point, les Guptas qui étaient en rapport avec l'Asie centrale. Puis, on a les traditions de plateau iraniens qui remontent jusqu'aux Achéménides, mais surtout les Sassanides, les Sassaniens. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, les traditions impériales de l'Amérique précolombienne. Il y a aussi des cas qui sont plus difficiles à définir, parce qu'il faut aussi voir que dans tous ces cas, il y a un système de royauté qui est bien défini. Mais il y a le cas exceptionnel. Et le cas exceptionnel, c'est le califat. Et le califat, qui pendant au moins un certain temps, était un système politique sans un roi, proprement dit, mais qui devient finalement, qui correspond finalement au système plus normal, parce que les califats vont donc vers la deuxième moitié de l'époque abbasside, ils vont donner naissance au sultanat, et les sultanats sont donc plus les États normaux, car le sultan a les attributs d'un souverain, d'un roi, que le calife n'a pas proprement dit. Et il y a toute une discussion, je vais passer rapidement sur cela, c'est-à-dire le fait que la transformation entre califat et le sultanat, c'est probablement en partie le résultat de l'intégration de la tradition iranienne par les musulmans, parce que les musulmans ont donc pris cette idée venant des Sassanides. Ils ont incorporé beaucoup des éléments de la royauté sassanienne, et donc c'est comme ça qu'ils ont donc accepté aussi l'idée que quelqu'un pouvait être un roi, tandis qu'à l'époque des califes, l'idée était que, en fait, Dieu seul était souverain, et les autres étaient rien d'autre que les représentants de Dieu sur terre, et donc ils n'avaient pas le droit, en fait, d'affirmer leur souveraineté. Donc, on a ces premiers sultanats qui sont nés avec les Seljouks et les Ghaznavides, et puis on a toute une série de sultanats qui vont jusqu'à l'Empire ottoman, jusqu'à l'Empire moghol en Inde, et ainsi de suite. Donc, disons qu'à partir de la fin du califat abbasside, on est dans une situation où la norme, c'est le sultanat, et le califat, c'est un rêve du passé. Un rêve qui reste jusqu'à l'époque de Daesh. Alors, dans ce contexte-là, on peut poser la question, comment justifier un empire? Et ça a quelque chose à voir précisément avec aussi le problème de comment définir un empire. Je vous ai mentionné ici six raisons pour avoir un empire. Premièrement, c'est parce qu'on est en train d'imiter des précédents prestigieux, comme par exemple Alexandre le Grand, où on est successeur des Romains, on est successeur des califes. Donc ça s'inscrit dans une logique de succession. Il y a bien sûr un autre aspect qui comptait beaucoup pour un certain nombre d'empires, c'est-à-dire l'idée qu'on avait un empire parce que c'était la meilleure manière d'assurer la subjugation des incroyants, des païens, l'extirpation des fausses croyances. Et donc, de là, on arrive assez rapidement à cette idée qui est restée très importante pendant des siècles, qui reste importante d'une certaine façon jusqu'à nos jours, la théorie de la guerre juste, et donc l'empire qui mène toujours la guerre juste. Puis, il y a aussi, en troisième, des idées de destin ou de providence, l'empire qui devient l'empire parce que c'est son destin. Et c'est parce que c'est dans une espèce de vision schématique de l'histoire que cet empire est inévitable. Si par exemple, on pense à ce schéma très répandu des 5 empires qui vient du Vieux Testament, le rêve de Daniel et de Nabucodonosor, etc. Donc là, on est dans une espèce de vision providentielle. Il y a aussi quelque chose d'autre, en quatrième, qui a à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'on fait la conquête dans un empire, c'est pour l'amélioration d'un peuple conquis. Donc pour leur donner la civilisation, la mission civilisatrice de l'empire. C'est pour cela qu'il faut avoir un empire, parce qu'il y a ces pauvres gens perdus quelque part dans le monde, et c'est à nous donc d'apporter la lumière, la civilisation, et ainsi de suite. Et ce qui va de pair avec, c'est aussi que ces autres peuples ne sont pas capables de vivre ensemble, et donc c'est l'empire qui va garantir la paix
impériale. Vous voyez que le problème avec ces idées, c'est qu'ils ne sont jamais disparus. On peut retrouver ces idées si vous avez le temps et la patience de lire les discours de George Bush et ses épigones autour de la guerre d'Irak. On trouve beaucoup de ces idées. Et donc, vous voyez que si on a une éducation qui est ni fait ni à faire, comme M. Bush, à ce moment-là, on retrouve des idées très anciennes. Donc, et finalement, il y a quelque chose qui compte pour beaucoup de choses, et je vais revenir sur cette dernière idée, qui est très importante pour l'exemple qui suit, c'est l'Empire est là pour la protection des routes de commerce. Donc, c'est essentiellement pour cela, pour garantir le commerce, qui n'est pas seulement la paix, mais le commerce libre entre différents peuples, que l'Empire existe, et c'est la justification importante ou même principale. Alors, l'exemple clé pour cette histoire de commerce, c'est un empire qui est assez atypique, parce que c'est un empire qui n'appartient pas aux grandes traditions religieuses, qui était même pas au départ contrôlé par des gens qui étaient considérés comme plus civilisés que leurs voisins. En fait, c'est plutôt le contraire, c'est des gens qui étaient considérés comme inférieurs à leurs voisins, en fait, qui correspondaient un peu plus au schéma historique de quelqu'un comme Ibn Khaldoun, qui voulait que de temps à autre, les gens plus civilisés seraient conquis par les gens moins civilisés, que pour lui, ça faisait partie du cycle de la formation des États. Et alors là, on a les Mongols qui, à partir de la fin du IIe siècle, vont donc émerger en Asie centrale et vont donc progressivement détruire tous les États autour d'eux, à 3 exceptions près, c'est-à-dire ils ne vont pas réussir à faire la conquête du Japon, ils ne vont pas réussir à faire la conquête de l'Inde du Nord et la conquête de l'Égypte. Mais à ces 3 exceptions près, ils vont donc dominer une grande partie du monde. Mais le problème, c'est que finalement, la tradition culturelle de ces Mongols est quelque chose qui est assez faible d'une certaine manière. Il n'y a pas un vrai projet culturel qu'ils ont envie d'imposer. Et en fait, c'est un cas qui, pour moi, reste le cas le plus intéressant parce que c'est un empire protéiforme. Ce sont des gens qui vont changer partout où ils vont. Donc, il y a des Mongols qui sont devenus des chrétiens nestoriens. C'est une exception en termes relatifs. Mais il y a beaucoup de Mongols qui sont devenus autre chose. Et si on regarde les chroniques qu'on écrit sur les Mongols, alors bien sûr, ces chroniques sont rarement écrites par les Mongols eux-mêmes. Ils sont normalement écrits par des gens qu'ils ont conquis. Donc, par exemple, comme le texte de Giovanni, qui est Tariq Jahangusha. Et donc là, ce sont des personnes qui ont écrit sur les Mongols. Il y a aussi des gens en Chine qui ont écrit sur le Mongol, et même dans les confins occidentaux des terres qui ont été conquises par eux. Mais l'importance des Mongols, c'est qu'ils sont donc, à chaque fois qu'ils arrivent dans un territoire, en 2 générations, ils vont se transformer. Et bien sûr, les territoires, eux aussi, sont transformés. Les peuples conquis, eux aussi, sont transformés. Mais les Mongols, eux-mêmes, deviennent autre chose. Et donc, ça, c'est l'empire qui n'a pas nécessairement un projet très fort de transformation, mais forcément qui est transformé lui-même dans ce processus. Et là, je cite le spécialiste David Morgan, qui a écrit sur les Mongols. The importance of the Mongol, no matter where they ruled in Russia, Persia or China, consisted on the one hand in allowing commerce to flourish, donc la question du commerce, and political changes. On the other hand, they actively promoted and maintained trade routes. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a des Mongols qui deviennent des chrétiens, il y a des Mongols qui deviennent des bouddhistes, il y a des gens qui vont suivre le bouddhisme tibétain, qui deviennent des musulmans, et ainsi de suite. Donc, transformé à chaque fois. Bien sûr, c'est un empire d'une énorme violence. Il ne faut pas nier ça. Mais en même temps, d'une énorme adaptation. C'est une autre façon de penser donc, à cet empire.
On sait que finalement, l'Empire mongol n'a pas duré, mais pendant un certain temps, ça a quand même créé la possibilité des grandes routes de commerce, d'un commerce entre, en gros, la Méditerranée orientale et la Chine. C'est le commerce qui a été décrit par des gens comme Marco Polo, par exemple, qui était présent en Chine à l'époque des Yuan, c'est-à-dire des Mongols. C'est aussi une espèce de grand territoire où le commerce transcontinental devient possible. Et c'est ça que les Mongols vont souvent utiliser pour justifier leur conquête et même leur massacre, en disant que, bien sûr, on a massacré, mais plus tard, il y avait la paix. Et donc, il y avait le commerce possible, et on le sait par des biais différents, que c'est le moment comme, par exemple, l'influence chinoise sur la culture iranienne est à son niveau le plus élevé. Et donc, parce qu'il y a des passages possibles entre ces deux régions. Donc, avec les Mongols, le mot-clé, pour moi, c'est donc acculturation. L'Empire est donc une machine de l'acculturation, dans laquelle pas seulement les conquis, mais les conquérants participent dans ce processus d'acculturation. Ça a été abordé de façon différente par deux savants, Thomas Halson, qui a parlé de ça d'une perspective mongole, et donc mon propre maître, Jean Aubin, qui a parlé beaucoup des Ilkhanides en Iran au XIIIe siècle, dans lequel il parle justement de ce rapport entre Mongols et Persans, dans les remous de l'acculturation, comment en fait l'Iran s'est transformé, mais les Mongols, eux aussi, se sont transformés dans ce processus. Alors, donc, premier bilan. On a bien sûr un discours très développé sur les nations, sur la logique des nations, sur le cycle des nations, et ainsi de suite. On a un discours académique, à mon avis, un peu moins développé sur les empires, parce que pour beaucoup, le mot empire est toujours un gros mot. Et ça pose problème. Et il y a aussi ce troisième aspect, qui est l'aspect, donc, une vision téléologique dont participe, par exemple, quelqu'un comme Anderson, qu'il soit quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais il a quand même cette vision dans laquelle la fin des empires, c'était inévitable, et la transition entre empire et nation, c'est une espèce de processus téléologique qui est inévitable et doit se faire dans le processus historique. Mais à ce moment-là, on oublie quelque chose, et ça, c'est le quatrième point là, c'est l'existence, la survie des formes hybrides. Et quand je dis forme hybride, je veux dire qu'en réalité, on a tendance d'oublier qu'au moment même de la grande décolonisation du milieu du XXe siècle, il y avait beaucoup d'États que moi je définirais comme des nations-empires, avec un trait d'union. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut imaginer une nation, disons, d'une taille relativement modeste, plus ou moins homogène d'un point de vue ethnique, donc qui répond plus ou moins aux critères et aux idéaux de Herde. Donc ça. Mais si on regarde le monde en 1950 ou 60, si on regarde qui est assis dans cette salle des Nations Unies, il y a des gens qui représentent des nations qui sont en réalité très, très différentes. Et donc, on pense à quoi? Moi, je pense, par exemple, la Chine. La Chine, on peut l'appeler une nation, et bien sûr, maintenant, on commence à l'appeler une nation-civilisation, mais avant tout, c'est une nation-empire. Parce que, par exemple, même aujourd'hui, quand les Chinois rentrent dans leurs discussions avec les Indiens sur la question des frontières, on utilise quoi? On utilise la tradition Qing. Quelles sont les frontières entre la Chine et la Russie? C'est le traité de Nerchinsk fait dans les années 1680 par l'empereur Kangxi. Donc, en fait, la Chine, c'est exactement la même chose pour, par exemple, le rapport de la Chine avec le Tibet. Ça se fait par un raisonnement qui passe toujours par le passé impérial de la Chine. Donc,
la Chine n'a jamais renoncé à son passé impérial. Et l'État chinois, en fait, se retrouve parfaitement dans son imaginaire, dans une continuité avec le passé impérial. Donc ça, c'est un cas. Un autre cas, c'est l'Inde. Là aussi, on a tendance d'oublier parce que souvent on dit que l'Inde indépendante est l'héritier de l'Empire britannique. Et moi, je vous dis, l'Inde d'aujourd'hui, c'est aussi l'héritier de l'Empire moghol. Parce qu'il y a beaucoup pas seulement de traditions, des institutions, des choses comme ça, mais aussi en termes de conception territoriale, il y a une espèce de continuité très forte entre ce passé pré-colonial mais impérial et l'actualité de l'Inde aujourd'hui, même s'il y a eu la partition et puis la cession de Pakistan. Troisième cas, l'Indonésie, encore un cas d'une nation-empire, où il y a les Javanais qui sont au centre, mais en fait il y a toutes les provinces qui dépendent de ce centre. Mais on peut aussi aller plus loin que ça. Je vais vous donner 2 exemples de plus dans un instant. Et puis, j'insiste aussi sur cette idée d'acculturation qui est très importante par rapport à cette idée, qui est une idée qui est plus importante, à mon avis, pour les empires que pour les nations. J'ai réfléchi un peu sur ça dans 2 livres différents. Le livre que Delphine Alès a cité sur Empire entre islam et chrétienté, où je parle un peu des empires entre les Habsbourg, les Ottomans, les Safavides, les Indes, des Moghols. Mais on a aussi produit cet ouvrage collectif avec Deepa Chakravarty et avec Henning Trupper sur la question de raisonnement téléologique dans le monde moderne, et des schémas téléologiques qu'on utilise assez souvent, comme précisément ce schéma empire-nation, comme si c'était quelque chose d'inévitable. Je vous donne un dernier exemple donc, de cette forme hybride empire-nation, et ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis, qu'au XIXe siècle, certainement, avaient déclaré assez ouvertement. Et ça, c'est l'idéologie qu'on appelle le destin manifeste, manifest destiny. Donc, vous voyez, c'est aussi ces idées de destin, de providence, etc., qu'on est en train d'utiliser. C'était développé surtout à l'époque du président Andrew Jackson, mais c'est resté pendant tout le XXe siècle. Et ça, c'est une belle peinture allégorique qui s'appelle le progrès américain, qui vous démontre ça. On commence sur la côte Est, et puis il y a la déesse qui préside sur le destin de l'Amérique et qui va donc accompagner les colons comme ils avancent dans les terrains du Midwest pour aller vers la Californie. C'est un tableau assez curieux parce qu'il y a, vous voyez, les indigènes, il y a les Indiens quelque part, mais il y a une absence assez parlante des Noirs dans cette peinture. Mais de toute manière, vous voyez, ça c'est l'idée d'un destin manifeste pour créer ce territoire, un destin impérial. Et je ne vais pas trop m'avancer dans ce sens-là, mais en fait, il y a un parallélisme assez curieux entre ça et l'idéologie du Brésil au XIXe siècle, quand le Brésil est devenu empire, quand l'empereur s'est déplacé de Lisbonne pour aller s'installer à Rio. On a donc lancé tout ce processus de ce qu'on appelle les bandeirantes, des gens qui sont allés à l'intérieur pour faire la conquête de l'Amazonie et tout cela. Et ils ont utilisé des idées assez semblables, mais normalement, quand je parle de ça avec mes collègues américanistes, ils sont dans l'embarras parce qu'on n'aime pas comparer les États-Unis avec aucun autre pays. Donc, il ne faut pas faire ce genre de comparaison. Voilà. Et donc, j'arrive enfin à cette question de comment on peut utiliser tout cela pour une réflexion portant sur les civilisations. Donc, juste pour commencer, 2 points de référence, ces 2 livres qui restent importants de la première moitié du XXe siècle. Donc, le livre Très confus de Toynbee, Toynbee, c'était un personnage qui ne savait pas trop
ce qu'il aimait, mais il savait très bien ce qu'il haïssait. Et en fait, il a des cibles assez curieuses, un mélange de cibles. Par exemple, il n'aimait pas les musulmans, ça c'est sûr. Par exemple, il a toute une réflexion sur comment l'Occident a été sauvé en 1683 devant les portes de Vienne. Et si les Ottomans avaient gagné le siège de Vienne en 1683, c'était la fin de l'Occident. Et c'était aussi la fin de la civilisation. Donc ça, c'est peut-être prévisible, mais Toynbee aussi, par exemple, il n'aimait pas les Grecs. Ça, c'est assez curieux. Et donc, il est tout sauf philo-hellénique dans sa pensée. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a mis en place cette idée de civilisation comme quelque chose de très important pour la réflexion sur l'histoire. Il a une liste de civilisations qui est très curieuse. Il fait une liste d'à peu près 30 civilisations dans le monde. Et c'est une espèce de discussion qui est très peu structurée. Mais il a quand même permis aux gens d'utiliser de plus en plus ce mot civilisation, beaucoup plus que les mots comme nation ou comme empire pour organiser l'histoire. L'autre livre, c'est un livre qui a une réputation plus sulfureuse, disons. C'est l'écrit de Spengler à la fin de la Première Guerre mondiale sur le déclin de l'Occident, der Untergang des Abendlandes, dans lequel Spengler nous explique qu'il y a une espèce de cycle civilisationnel. On commence avec les races deviennent des nations donc deviennent des civilisations, et finalement chaque civilisation va arriver à sa fin, et c'est le moment pour lui de la fin de l'Occident. Et bien sûr, quand on publie ce genre de livre dans les années 20 et 30, on peut aussi trouver des échos dans les discours de l'extrême droite de l'époque, et c'est pour cela aussi que Spengler a été fortement critiqué, y compris par Lukács ou Adorno et ainsi de suite. Mais là encore, c'est assez curieux de voir que souvent, on retrouve des traces de Spengler dans les écrits même des politologues plus tardifs, y compris dans ce livre qu'on a déjà mentionné quelques fois, de Huntington, qui puise parfois directement dans Spengler, il faut dire. Mais Huntington a fait quelque chose qui est une espèce de mélange assez curieux entre différentes traditions. Donc, vous voyez, ça c'est la vision schématique de Huntington. Il y a tous ces traits. Les traits foncés sont là où ce sont des axes de conflit. Et les traits moins foncés sont les axes où il y aurait peu de probabilité de conflit. Vous voyez, donc apparemment pour Huntington, on peut passer beaucoup de temps à souligner toutes les erreurs qu'il y a dans ce diagramme. Mais par exemple, il pense qu'entre les Chinois et les Japonais, il y a peu de possibilités de conflit. Par contre, bien sûr, il pense qu'entre l'Occident et la civilisation hindoue, il en a. Bien sûr, il ne s'est pas trompé partout. Il y a des choses qui sont assez évidentes là-dedans. Par exemple, j'aimerais savoir en réalité comment on peut définir le rapport entre l'Afrique et l'Inde, parce que c'est quand même un sujet qui est très intéressant. Mais en tout cas, vous voyez qu'il avait défini ces civilisations. Et puis, il est arrivé à cette idée qu'une fois qu'on a défini cette civilisation, ça, c'est un peu la logique de l'histoire. Alors, où est-ce qu'il a trouvé cette idée? En fait, en partie, c'est une espèce de lecture assez distordue de Max Weber. Parce que Max Weber a commencé avec cette idée qu'on pouvait définir les éléments centraux de l'histoire mondiale en termes de religion. Et Max Weber même, pour cela, il est poussé très fort pour créer des abstractions là où on n'en avait pas, on n'en avait pas vraiment. C'est-à-dire, il a mis ce mot ismus par rapport à beaucoup de choses où en fait il n'y avait pas d'ismus. Donc, il y avait des confusions, mais c'est devenu le confusionnisme.
il y avait des taoïsmes, mais c'est devenu isme, et ainsi de suite. Il y avait des hindous, bien sûr, mais c'est devenu l'hindouisme. Donc ça incarne l'essentiel de chaque région. Et puis, vous voyez qu'encore plus simplifié, on retrouve les mêmes idées chez Huntington, parce que Max Weber n'avait certainement pas l'idée de mettre ces groupes et ces civilisations les uns contre les autres dans un schéma de tension. L'influence weberienne a joué un rôle très important, même dans ce pays-là. Le grand anthropologue qui a été en quelque sorte le fondateur des études indiennes modernes en France, Louis Dumont, par exemple, dans ce livre, qui est un livre moins connu que son Homo hierarchicus, mais qui est un livre néanmoins très important idéologiquement, La civilisation indienne et nous étant occidentaux, ou français, je ne sais pas. En tout cas, là, il parle justement de ça, quelle est la définition de la civilisation, quelles sont ses valeurs essentielles, y compris l'hierarchie, etc. Dumont est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'en fait, il valorisait beaucoup l'Inde. Donc, son idée, ce n'est pas de définir les Indiens comme les autres parce qu'il avait de mépris pour eux, mais parce qu'en quelque sorte, il admirait tellement le système indien. Et il trouvait que le système indien, en quelque sorte, le système hiérarchique était supérieur au système occidental, quelque part. Donc, mais il y a quand même cette espèce de vision de l'autre, d'une espèce d'altérité radicale, et c'est quelque chose qui est resté donc plus tard dans les habitudes. Dans tout cela, bien sûr, les Indiens aussi ont participé de plusieurs façons. Les Chinois, eux aussi, ils ont participé. Max Weber a eu des informateurs, soit directement, soit indirectement, qui venaient de toutes ces régions, qui lui ont donné des informations. Et c'est aussi intéressant de voir pour moi que c'est pas seulement les Indiens habitant l'Inde, mais les Indiens en dehors de l'Inde. Et là, je reviens brièvement sur cet aspect réseau. Parce qu'il ne faut toujours pas oublier que pour produire les discours et les récits civilisationnels, un rôle clé souvent est joué par les gens qui appartiennent à une région, mais qui ne sont plus là, qui sont ailleurs. Donc, par exemple, si vous regardez cette représentation-là, ça, c'est la présence des Indiens en dehors de l'Inde. C'est toujours approximatif. Donc, vous voyez qu'il y a des Indiens un peu partout dans le monde. Une grande présence en Asie du Sud-Est, dans le Golfe. Là, ils sont souvent une présence temporaire. Dans les États-Unis, Amérique latine, Canada, et ainsi de suite. Donc, des Indiens en dehors de l'Inde ont joué un rôle très important aussi pour définir et pour essentialiser ce qu'était l'Inde. Et ils n'étaient pas les seuls à faire ça. On le sait, je vais juste dire ça en deux mots, pour tous les nationalismes de soi-disant tiers-monde, c'est les gens de diaspora qui ont vraiment joué un rôle crucial. Donc pour la Chine, Sun Yat-sen, c'était un homme vraiment de diaspora. José Rizal, pour les Philippines, c'est un homme de diaspora. Et Gandhi même, on le sait, il a été formé, il a été éduqué en Angleterre, il a passé une grande partie de sa vie en Afrique du Sud avant de revenir en Inde en 1915. Et donc cette expérience en dehors, en réseau, a joué un rôle très important. Gandhi, en fait, utilisait aussi souvent cette notion de civilisation indienne. Et si on regarde d'où il tire ça, il a donc souvent utilisé les choses qu'il avait apprises quand il était hors de l'Inde, quand il était en Angleterre, par exemple, ou même en Afrique du Sud. En fait, l'exemple par excellence de cette espèce de vision d'une civilisation qui vient de quelqu'un qui appartient théoriquement à une région, mais qui part ailleurs, c'est le cas de Vidyanayapal, écrivain d'origine indienne, mais qui a grandi tout d'abord au Trinidad et puis en Angleterre, et qui a écrit, il a écrit beaucoup de romans d'une grande qualité, mais il a aussi écrit un certain nombre de textes, des récits de voyage et des analyses souvent extrêmement dangereux, pour ne pas dire
Bon, je peux ne pas utiliser un mot plus fort que ça. Bon, par exemple, prenons ce livre-là. Un livre qui est devenu très influent dans les milieux de l'extrême droite hindoue en Inde. Et donc, dans lequel il dit que l'Inde, c'est une civilisation brisée ou blessée. Blessée par qui? Par les musulmans, bien sûr. Et donc, que le projet futur de l'Inde, c'est de guérir le corps de l'Inde. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est bien sûr en minimisant l'influence de ces méchants étrangers. Il n'est pas très contre les Britanniques. Mais en fait, toute son cible principale, c'est toujours les musulmans. Et donc, il a cette idée qu'il faut donc concevoir l'histoire de l'Inde comme un grand moment glorieux quand l'Inde était au centre du monde. Puis, arrivent les musulmans, il y a le déclin. Et puis, maintenant, est arrivé le moment de la Renaissance. Et cette renaissance donc, va aussi se produire en serrant les liens avec les gens en réseau de la diaspora. C'est aussi curieux de mettre ce genre de discours avec un autre discours qui reste très présent, par exemple, dans un endroit comme l'Inde. Et ça, c'est l'idée de l'Inde Greater India, où donc, il y a la nation indienne, mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus grand que la nation indienne. C'est une espèce d'Inde en dehors de l'Inde. Et là, vous voyez, ça, c'est une imagination possible de cette espèce d'Inde in extenso. Donc, tous les pays où il y a eu la culture indienne quelque part, tous les pays où on trouve des traces du Ramayana, tous les pays où on trouve au moins quelques mots sanscrits dans leur vocabulaire. Tous ces pays-là font partie donc de cette espèce de nébuleuse indienne qui pourrait éventuellement être des pays sous influence indienne, pas pour former un empire nécessairement, mais voilà. Ça a été donc analysé récemment par plusieurs historiens, mais par exemple dans cet article que je trouve intéressant, il y a quelque chose que ça vaut la peine de souligner, c'est-à-dire que souvent ces gens-là, ils imaginent qu'ils ne sont pas des nationalistes. Ils imaginent qu'en fait, ils sont contre le nationalisme banal, parce qu'ils ont une espèce de nationalisme flou et civilisationnel. Et par exemple, le grand poète Tagore, c'est quelqu'un qui raisonnait exactement dans cette manière. Et en fait, c'est cette espèce de Greater India qui a été répandue par la Greater India Society, a été créée dans les années 20 et 30. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a donc des gens en Inde qui raisonnent comme ça. Je vais terminer donc avec le cas chinois. Le cas chinois a des ressemblances au cas indien, mais il y a aussi beaucoup de différences. La Chine n'a jamais été colonisée. La Chine a aussi un discours qui est probablement moins influencé au départ par le discours occidental. Mais il y a aussi le fait qu'on a toute une tradition à la fois occidentale et chinoise venant à la fois de gauche et de droite, d'imaginer cette espèce de projet civilisationnel chinois comme quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de la Chine, mais aussi qui est un peu l'avenir de la Chine. Parmi les gens qui ont contribué un peu malgré eux à cette espèce de vision de la Chine, il y a le grand penseur et écrivain américain John Fairbank, qui a, par exemple, écrit ce fameux livre sur The Chinese World Order, dans lequel il voit comment la Chine a organisé le monde autour d'elle. Mais là, à droite, vous avez quelqu'un qui est peut-être le plus célèbre des intellectuels de la nouvelle gauche chinoise, Wang Hui. Et lui aussi, dans ce livre, par exemple, il a un discours qui n'est pas parfaitement dans le cadre d'un discours civilisationnel, mais qui a quelques ressemblances, y compris, par exemple, il y a toute une partie de ce livre qui est une justification de la politique chinoise envers le Tibet.
Hein? Donc, vous voyez que c'est une espèce de lieu commun. Mon collègue au Collège de France, Han Cheng, récemment nous a essayé d'expliquer ça dans un petit texte que je trouve intéressant qui s'appelle « La Chine est-elle encore une civilisation ?» Et là, elle donc parle justement de comment de plus en plus on utilise ce mot en chinois « Wenming », qui est en fait une espèce de néologisme, qui est une combinaison de deux termes, Wen et Ming, c'est-à-dire aussi l'idée de lumière. Elle nous explique qu'en fait, ça, c'était plutôt une espèce d'emprunt à l'Occident, mais passant par le Japon, hein, parce qu'il y avait le mot Bunmei qui existait au Japon, qui est devenu Wenming, et donc, en fait, c'est le discours civilisationnel japonais de l'époque Meiji qui devient petit à petit le discours chinois. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose que je trouve amusant, c'est-à-dire elle dit que le problème avec la Chine, c'est qu'on n'a jamais l'impression qu'il y a un discours critique autour de ça. Et elle cite comme exemple de discours critique un livre que j'avais écrit qui s'appelle « Is Indian Civilization a Myth ?» Mais c'est aussi, bien sûr, par rapport à la constitution de l'espace public en Chine, qui est très différent par rapport à la constitution de l'espace public en Inde. Pour conclure, il faut dire que la raison pour laquelle nous, moi et Han Cheng, etc., nous sommes revenus un peu à repenser ce sujet-là, c'était à cause d'une provocation que nous est venue d'un ami et un collègue, un grand penseur, qui nous a proposé de venir il y a une dizaine d'années, passer du temps avec lui à Marseille et pour présenter une série de conférences sur la question de civilisation et les barbares. Et donc, pour poser la question, est-ce que partout qu'on a l'idée de civilisation, on a nécessairement l'idée de barbare? Et dans ce cas-là, qui sont les barbares pour chaque civilisation? Et je pense bien sûr à Tsvetan Todorov, qui a écrit donc ces deux livres, La peur des barbares, et aussi cet autre livre qui reste pour moi très important, très critique envers beaucoup de penseurs français, il faut dire, nous et les autres. Et en réalité, on est arrivé à la conclusion, au bout de ces conférences qu'on avait faites, il y avait moi, il y avait Han Cheng, il y avait Achille Mbembe, il y avait Carlo Ginzburg, et ainsi de suite. Nous sommes arrivés à l'idée que même si ce schéma d'altérité entre nous et les barbares, ça marche, le problème c'est que ça ne marche pas du tout de la même façon. Parce que pour moi, en Inde, on a le choix des barbares. Si on commence à penser de qui sont nos barbares, pour nous, Indiens, disons, Indiens qui représentons de l'hindouisme de haute caste, il y a le choix. Il y a des ennemis internes, sans fin. Il y a les ennemis religieux. Il y a les voisins. Il y a les occidentaux. Donc, quand on commence à faire la liste des barbares, on arrive à... Il y a peut-être 8 ou 10 formes de barbarisme pour nous. Donc, c'est aussi curieux de voir que chaque civilisation va constituer ces barbares d'une façon différente. Et ça fait partie pas seulement d'un processus fixe, mais d'un processus historique. Au moment des grands empires, les barbares sont autres. Au moment des États-nations, parfois, ils sont autres. Je vous remercie. Professeur Subramanian, je voulais tout d'abord vous remercier. Alors je pense que pendant que les petits cartons s'organisent pour vous poser la question, des questions, je voulais au nom de l'INALCO vraiment vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Ça compte beaucoup de donner vraiment toute l'épaisseur intellectuelle que nous pouvons attendre pour ce programme.
Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de continuer à échanger, voire même peut-être collaborer sur ce projet Decrypt et de vous compter par moment parmi nous pour continuer à échanger sur cette thématique très complexe, comme vous l'avez indiqué. Alors, je vous pardonnerai ma question, je suis économiste, donc je vais vous poser une question qui a une petite consonance économique, mais vous avez commencé votre conférence avec l'effondrement du mur de Berlin, et je voulais vous demander quelque part si cette période qu'on a datée à peu près de 91, 89, 91, enfin ça dépend quelle référence on prend, jusqu'à, on ne sait pas trop quelle date en fait, si c'est la crise économique de 2008, 2011, enfin, il y a toute une série de choses. On pourrait les dater aussi à des changements de régime politique en Inde avec le BJP ou en Chine avec l'arrivée de Xi Jinping. Mais en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que cette période qu'on a qualifiée de globalisation dans tous les sens du terme, beaucoup plus vaste que celle que nous avions connue en avant 1914, est-ce que finalement, ce n'est pas en vous écoutant, est-ce que ce n'est pas une parenthèse, voire même une construction un peu chimérique? Parce qu'on a toujours quand même l'impression, en vous écoutant, que lorsqu'on repart sur le très long terme, en fait, les civilisations ont toujours été là. Même pendant cette période de globalisation, elles étaient toujours, je dirais, tapies, parfois par moments dans l'ombre, mais par moments aussi de manière très explicite. Donc voilà, c'est une sorte de question, et c'est d'autant plus paradoxal que quand on lit Fernand Braudel, il a toujours insisté sur la plasticité du capitalisme et de sa capacité à s'adapter en fait à des formes de civilisation qui étaient très différentes. Et vous avez rappelé effectivement l'empire mongol, mais vous en avez rappelé d'autres empires. Donc c'est d'autant plus paradoxal d'avoir quelque part pensé à un certain moment donné que notre monde allait devenir complètement plat de cette manière. Donc voilà, je voulais juste vous poser cette question sur cette période en fait dont vous avez très peu parlé, mais qui est une période importante parce qu'aujourd'hui on revient vers ce retour des civilisations soi-disant, et en fait peut-être qu'elles n'avaient jamais disparu. Oui, à mon avis, en fait, on n'est pas encore dans une situation où on peut identifier très clairement les moments clés. Hein, parce que pour moi, si on regarde entre 89, excusez-moi, et si vous voulez 2008, il y a déjà à l'intérieur de cette époque des moments d'inflexion très importants. Donc prenons par exemple 2001 et le 11 septembre. Alors ça c'est intéressant parce que rétrospectivement, on comprend que ce moment a été produit en partie par le fait qu'il y avait, par exemple, des gens dans la mouvance d'Osama Bin Laden, etc., qui ont été exposés à l'Occident, qui sont même formés en partie en Occident. Vous voyez, je vous dis quelque chose qui m'a été expliqué par un ami, c'est-à-dire, vous savez que le livre de Huntington a été traduit en ourdou, ça s'appelle Tahzibun Ghatamuddin, et ça fait un tabac dans les madrasas de Peshawar. Parce que pour former les jeunes talibans, c'est un excellent livre scolaire. Pour dire que, vous voyez, les chocs de civilisation, c'est inévitable. Et c'est pas seulement, ça ne vient pas que de nous, c'est les grands penseurs occidentaux qui nous ont énoncé ça. Et donc, vous voyez que le problème, justement, que c'est quelqu'un comme Tom Friedman, même malgré le temps qu'il a passé en Égypte, il n'a vraiment pas compris. C'est que dans ce monde devenu plat, qui était le titre de son livre, dans ce monde devenu plat, il y avait la possibilité de la circulation des matériaux et des textes, mais chacun pouvait lire et interpréter ces textes à sa manière. Hein? C'était une chose que d'écrire un texte, même un texte hautement idéologique comme le choc des civilisations, mais on ne pouvait pas contrôler comment c'était lu par les autres. Et donc, je pense que justement pour cette raison-là, c'est intéressant de voir cette période, disons, 20 ans, comme un moment quand il y a eu beaucoup de circulation, pas seulement des biens ou des capitaux,
parce qu'il y a aussi eu ça, bien sûr, mais aussi des idées, des modèles, des produits. Et sans doute, ça a créé des possibilités pour toutes sortes de choses. Par exemple, si vous voulez, pour le marché de K-pop. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas imaginer que cette espèce d'ouverture des portes de la circulation pour une période relativement restreinte, parce que par la suite, on a commencé à refermer, était beaucoup plus... Il y avait des effets pervers, beaucoup plus compliqués qu'on avait compris. Et c'est pour cela que ça me fait... Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer quand je pense aux discussions qu'on a eues en 89. Je me permets de prendre la parole. Du coup, on a collecté quelques questions de la salle. Vous pouvez toujours continuer à nous donner vos questions, bien sûr. Alors, une question qui s'intéresse au rôle de la religion dans la justification des empires. Voilà, si on a besoin de Dieu pour justifier les empires. Est-ce que je fais plusieurs questions? Oui, allons-y. Alors, je vais lire celle-ci. Entre nation, empire et nation-empire, où peut-on situer le terme universalisme? Et quel rôle lui donneriez-vous dans les discours civilisationnels? Je n'ai pas compris le mot. Pardon. La question est, où peut-on situer le terme universalisme entre nation, empire et nation-empire? Il faut me montrer le texte. Parce que, excusez-moi, je suis à moitié sourd. Oui. L'écho ne doit pas être très agréable non plus. Tenez, vous voulez les questions? L'universalisme, d'accord. Non, il n'y a pas de mal. OK, donc, première question. Là, vous voyez que je trouve que le lien entre religion et empire est beaucoup plus compliqué qu'on aurait pu soupçonner. Parce que, bien sûr, il y a des empires où la religion était plus ou moins le moteur idéologique. Le cas par excellence, c'est l'empire espagnol du XVIe siècle. Donc, les rois s'appelaient même les rois catholiques. Quand on arrivait aux Amériques, c'était avec l'intention de faire la conversion des païens. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un cas très fort parce que l'Espagne, c'est l'exemple même d'un projet de homogénéisation religieuse. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'année quand Colomb arrive en Amérique, c'est la même année quand on va décréter l'expulsion des Juifs et des musulmans. Donc tout cela, ça se fait dans le même mouvement historique. Mais on peut aussi voir d'autres empires où la religion est très peu présente. Et c'est justement pour cela que je voulais vous citer cet exemple assez extraordinaire des Mongols. Parce que les Mongols avaient certes un certain type de croyances religieuses au départ. Ça s'appelle le Tengritari, c'est une espèce de chamanisme. Mais les Mongols, finalement, ils n'ont pas gardé ça. Arrivés en Chine, ils tombent sous l'influence du bouddhisme et aussi sous l'influence de l'amaïsme tibétain. Arrivés en Iran, ils hésitent un peu avec le christianisme pendant un certain temps, mais déjà à la fin du XIIIe siècle, ils sont des musulmans, les Ilkhan. Et donc, à chaque endroit, ils vont adopter une autre religion, et la religion en tant que telle n'est pas un moteur pour eux. Et à mon avis, ça a quelque chose aussi à voir avec l'attitude des Moghols en Inde. Parce que les Moghols, comme ils se reconnaissaient comme des descendants de Genghis Khan, en fait, avaient cette idée que la tâche de l'Empire, ce n'était pas, par exemple, faire la conversion. Donc, il y a, à mon avis, une relation très compliquée entre Empire et religion. Et ça remonte, bien sûr, jusqu'à l'Empire romain, la question du christianisme chez les Romains, et ainsi de suite. Mais... bien sûr, on ne peut pas penser que dès qu'il y a un empire, il y a un projet religieux derrière l'empire. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, pour cette idée d'universalisme, vous voyez que le problème avec l'universalisme, c'est un problème qu'on peut poser très simplement en disant l'universalisme de qui?
Parce que c'est une chose que de dire j'ai une conception universelle. Mais est-ce que votre conception universelle est traduisible? Est-ce que votre conception universelle n'est pas ancrée en réalité dans vos présupposés culturels? Et c'est ça la question que je pose. Je ne pose pas cette question en termes de relativiste déterminé à la Bruno Latour. Mais je veux dire que c'est quand même à la question de culture, il faut toujours être prêt à prendre un peu de recul. C'est comme si quelqu'un me posait la question, est-ce que la musique occidentale est meilleure que la musique indienne? Est-ce que c'est une question? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner une espèce de mesure par laquelle je peux comparer ces deux choses et arriver à une conclusion? Bien sûr, j'aurais pu dire, comme faisaient les marxistes de naguère, ah, mais les Indiens n'ont pas un système d'harmonie, et donc c'est moins sophistiqué, hein, c'est une musique plus primitive, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je pense que presque personne accepterait ce genre de raisonnement. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand on dit universalisme, ça embrasse aussi les notions culturelles, et dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Et il faut admettre que ça passe pas. Et c'est l'essence même de l'idée de culture qu'il y a des choses qui ne passent pas. Je vais continuer avec une nouvelle salve de questions. Alors, j'essaie de les synthétiser. Plusieurs questions sur l'Europe et est-ce qu'on peut parler de civilisation européenne? Et évidemment, je pense également au chapitre de Hobsbawm dans comment on écrit l'histoire, qui parlait de est-ce que les continents ont une histoire. Donc je pense que c'est vraiment sur l'échelle aussi des civilisations. D'autres questions qui portent plutôt sur les acteurs des civilisations, qui soient des sujets ou des objets, à savoir les élites, le rôle des élites comme acteurs des civilisations, ou des minorités comme, au contraire, sujets des civilisations. Et puis une dernière question sur la place de l'Afrique également, et pourquoi finalement vous n'en avez pas tant parlé que ça dans votre propos. Voilà. Oui. Alors, vous connaissez la fameuse plaisanterie de Gandhi, non? Quand c'était en 1930 ou 1931, on a dit et qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale, Monsieur Gandhi? Et il a dit je pense que ça serait une bonne idée. Voilà. Mais vous voyez, justement, il y a le problème qui se pose quand on parle même de quelque chose, et quelqu'un comme Hobsbawm était très conscient de ça. Quand on parle, par exemple, d'une idée comme la civilisation européenne, en réalité, il y a beaucoup de non-dits. Par exemple, quand on pense civilisation européenne, on est vraiment en train de penser des Bulgares et des Moldaves, ou même les Irlandais. Donc, en fait, finalement, quand on essaie de défaire un peu ces notions, finalement, on revient... Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit ça, c'est une espèce de conception de l'histoire de l'Europe comme une espèce de course à relais. Donc, on commence, c'est l'Italie d'abord, puis on passe par les Pays-Bas et on arrive en Angleterre. Donc, c'est un peu comme ça. Mais quand on arrive au XVIIIe siècle, on a oublié l'Italie. Et quand on pense au XVIe siècle, on ne parle pas trop de l'Angleterre. Donc, c'est pour dire que c'est une espèce, finalement, c'est une espèce de construction à la Max Weber. Même ces choses, c'est une espèce de construction idéal type. Et justement, c'est aussi cet autre aspect de la construction d'un récit civilisationnel.
Quand on construit un récit comme ça, on se débarrasse de quoi? Parce qu'il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires doivent disparaître. Et c'est intéressant de voir ce processus. Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on on a envie de gommer ou d'enlever pour cela? Pour la question de l'Afrique, alors ça me fait penser à une réflexion de mon ami Denis Lombard. Dans le temps, il avait dit qu'un des problèmes de raisonner par civilisation, c'est souvent on parle de civilisation comme si c'était quelque chose qui est détenu par quelques propriétaires, et puis les autres ne sont pas présents dans ce jeu. Et là, il se référait à l'Indonésie. Il disait, bon, on parle, si vous regardez même les histoires de chaires au Collège de France, il y a eu sur la civilisation indienne, il y a eu sur la civilisation chinoise, je pense que Jacques Gernet probablement avait quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on parle de la civilisation indonésienne ou de l'Asie du Sud-Est? Jamais. Est-ce qu'on parle de l'Afrique, précisément? Jamais. Sauf si on parle de l'Afrique, par exemple, dans le cadre, par exemple, des Fatimides, en Afrique du Nord à XIe siècle. Mais dès qu'on parle, par exemple, de l'Afrique sous-saharienne, bien sûr, il y a eu des réactions avec raison. Par exemple, je pense à des moments quand on a fait des fouilles autour des endroits comme le Grand Zimbabwe. Et là, il y avait une envie de s'affirmer en disant ça. Et puis, j'ai des collègues, par exemple, qui travaillent sur le Mali et sur la question des documents maliens, tout cela. Et là encore, on a essayé de glisser cette terminologie de civilisation. Et moi, quant à moi, je me demande parfois si l'Afrique n'a pas la chance d'être hors de ce jeu, ce concours entre les civilisations, et de pouvoir retrouver une place dans l'histoire sans passer par ce biais de la civilisation. Merci beaucoup. Une dernière série de questions sur les liens entre empire et volonté d'expansion, et une question notamment pour savoir si un empire devrait nécessairement être en expansion pour pouvoir durer. Oui, c'est une question intéressante parce que là on revient en fait un peu à la définition d'Anthony Pagden qu'avec un empire, soit on est en expansion, soit on meurt. Mais ça, ce n'est pas une question d'un point de vue objectif. C'est un point de vue idéologique. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui sont à la tête des empires participent dans cette idée que c'est soit l'expansion, soit la mort. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, on a cette impression. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la littérature de déclin. Par exemple, pour presque tous les empires, on a une littérature de déclin. Et c'est intéressant de voir si cette littérature de déclin correspond à quelque chose, par exemple, d'économique ou politique. C'est quoi, en fait, cette littérature de déclin? Par exemple, on a tous ces écrivains, ces intellectuels espagnols, dès la fin du XVIe siècle, qui ont écrit ce texte qui s'appelle le texte de Arbitrio. C'est pour dire comment réformer l'Empire, parce que l'Empire est en déclin. On peut même inclure, par exemple, le Don Quixote de Cervantes dans ce cadre, si on veut. Et là, souvent, leur diagnostic, c'est qu'on a cessé l'expansion. Et ça, c'est le signe du déclin. Donc, les gens ont du mal à imaginer un empire avec des frontières stables. Et M. Poutine aussi. Donc, si on imagine que si on a un empire avec des frontières stables, c'est un empire qui est déjà moribond. Et donc, ce n'est pas une question de est-ce possible d'avoir un empire avec des frontières stables. Je pense qu'on peut trouver en réalité beaucoup d'exemples historiques de ça, pour plusieurs raisons.
pour plusieurs raisons, y compris pour des raisons très géographiques, par exemple les empires-îles. Mais le problème, c'est aussi de voir comment, dans le cerveau des tenants des empires, cette idée d'expansion constante est une obsession. Et ça devient quelque chose qui fait partie de l'idéologie fondamentale de la création et de l'administration d'un empire, que dès le moment quand il n'y a plus d'expansion, c'est la fin. OK ? Merci.